Rebonjour à tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien et que cette matinée se passe bien pour tout le monde. Alors, nous allons du coup commencer cette table ronde qui est spéciale sur le bois et son impact environnemental dans la construction. Alors, une petite introduction de de nos trois intervenants. Donc, nous avons Charlie Régnier qui est avec nous, qui est Charlie Régnier, responsable de développement des solutions constructives bois chez Stora Enso en France. Donc, Stora Enso est un fournisseur de produits à base de bois, notamment pour la construction avec la fabrication d'éléments et de complexes de structures. Ingénieur en bois à l'ESP Nantes et actif dans le secteur de la construction depuis plusieurs années, il est convaincu que ce matériau est une réponse aux enjeux environnementaux et aux besoins du bâtiment. Donc voilà, il sera avec nous pendant ces 20 petites minutes. Ensuite, Alexandre Brochot, qui est président de d'AOS, qui a aussi un slot d'intervention pour présenter AOS, donc qui sera aussi avec nous un peu plus tard dans la matinée. Donc AOS qui digitalise les appels d'offres dans le secteur B2B et privé. Avec plus de 80 collaborateurs, Alexandre et son associé Thomas Cazou ont la vocation d'aider notre secteur à se digitaliser et sont au cœur pour aider l'industrie à se décarboniser. Ils ont, exemple, sorti récemment chantierprivé.fr, donc une nouvelle plateforme qui permet aux entreprises du bâtiment de trouver des chantiers à proximité, permettant ainsi de construire des bâtiments avec des entreprises plus locales et réduisant l'impact carbone depuis des milliers de kilomètres dans le transport avec les matériaux et de compagnons. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Alexandre qui va mener cette table ronde sur le bois et son impact environnemental dans la construction. Merci Charline, à peu près bien résumé. Écoutez, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Merci à l'Intec d'organiser cette table ronde qui est aujourd'hui importante à nos yeux, je pense à tous, avec tout ce qu'on vit en ce moment. Voilà, le bois, c'est pour nous tous hein, l'avenir de la construction. Il y a pas mal de choses qui se font de plus en plus aujourd'hui et faut anticiper ce qui va se passer d'ici 2050. Le but du jeu, c'est que on puisse construire de plus en plus dans le bois. C'est pour ça qu'on a réuni Pierre Leroy, le président de la French PropTech. Donc c'est un regroupement d'entrepreneurs, de startups au niveau national qui mettent en avant toutes les solutions technologiques qui aident la profession dans la construction. Et également Charlie, qui vient de Stora Enso, gros industriel dans la fourniture de produits de construction bois. Donc, je vais tout d'abord m'adresser à toi, Charlie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le groupe Stora Enso en tant que fabricant de tous ces matériaux bois, ce que vous faites aujourd'hui et votre vision sur la construction bois entre ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et potentiellement les prochaines années, tout ce qui est en train de changer en fait dans l'industrie avec ce matériau. Oui, pas de souci. Merci Alexandre. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je m'occupe du développement des solutions constructives Stora Enso en France. Stora Enso, c'est un gros groupe aujourd'hui international, même qui a été créé, je dirais, il y a très longtemps, puisque Stora, ça remonte en 1288, qui a toujours travaillé un peu là, les produits bois. Aujourd'hui, on est présent dans plusieurs divisions, notamment tout ce qui va être papier, packaging, biomatériaux et aussi du coup la construction bois. Et vraiment le challenge de Stora Enso aujourd'hui, c'est d'arriver à proposer de plus en plus de solutions en supprimant les matériaux fossiles. Et donc du coup, ça a tout du sens aujourd'hui, notamment en structure, à remplacer les éléments plus conventionnels avec de la structure bois. Donc aujourd'hui, la vision, je dirais, pour l'évolution du marché de la structure, c'est très optimiste. On voit des évolutions par an, je dirais, de 7-8% de part de marché en Europe. La France est un marché aussi, je dirais, novateur, très innovant, qui croit beaucoup dans ce matériau. Pour autant, aujourd'hui, si je prends quelques ratios, on se rend compte qu'en construction neuve, la France, c'est à peu près 8% de projets bois. Donc, un peu de retard par rapport à certains voisins européens où on peut avoir des pays proches de chez nous où on peut aller jusqu'à 25%. Mais voilà, on a aujourd'hui beaucoup d'expériences qui commencent à se maîtriser, des architectes qui sont formés, des ingénieurs qui commencent à être aussi très calés sur la structure bois et des maîtrises d'ouvrage qui croient de plus en plus aux atouts et on va pouvoir en discuter pendant cette présentation. Ouais. Super.
Bah, écoute, merci beaucoup. On reviendra évidemment sur le sujet du bois. Ce qui serait bien aussi, c'est que tu puisses nous partager aussi, dans un second temps après, des ratios. Qu'est-ce que le Mhm. bois apporte par rapport à la construction béton en général? Quelles sont les alliances qu'on peut faire entre béton-bois sur des projets de petite taille comme euh, des grands immeubles, voir aussi les limitations. Donc, je te propose qu'on reprenne la main juste derrière. Je vais Oui. passer la parole à Pierre. Donc Pierre, en tant que président de la French PropTech, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur déjà la French PropTech, ce que c'est, et est-ce que tu pourrais aussi nous donner ton avis sur le futur de bois dans la construction, toi qui es au cœur justement de la filière, on aimerait bien avoir ton partage d'expérience. Bah, écoute, bonjour tout le monde. Effectivement, le French PropTech en fait a été créé maintenant il y a 2 ans et demi. Ça regroupe 180 startups françaises qui travaillent dans le monde des property technologies. Les property technologies, ça touche et c'est très transversal et ça décloisonne en fait euh, tous les métiers finalement de l'amont à l'aval, mais ça va nos clients vont être des aménageurs, des promoteurs, des constructeurs, des asset managers, des exploitants, des gens de la transaction. On va même jusqu'au notariat et voir même parfois les fournisseurs d'énergie. Donc ça décloisonne vraiment les matières. Et, euh, et en fait, l'objectif, c'est que moi j'aime bien synthétiser les PropTech en disant on a des actifs immobiliers d'un côté, on a des usagers ou des professionnels qui interviennent sur ces actifs immobiliers. Eh bien, en fait, la couche PropTech, c'est l'interface entre ces deux mondes, exactement comme le monde applicatif sur un smartphone. Et donc, c'est un univers très très créatif. Énormément de startups se développent sur le sujet. Et donc, l'objectif, en fait, c'est le contexte français fait que le modèle d'affaires de nos sociétés de nos startups sont plutôt en B2B aujourd'hui. Donc, nos clients, c'est la filière traditionnelle de l'immobilier et du bâtiment qui cherche à se transformer d'un point de vue digital. Et on a finalement assez peu de startups B2C qui travaillent directement sur le marché grand public. Et dans ce contexte international, on voit que French PropTech se retrouve face à des acteurs, on va dire ce qu'on appelle les GAFA ou les majors de la tech, qui aujourd'hui arrivent sur le marché de la construction. J'ai quelques exemples en tête, comme par exemple Amazon qui a racheté Plant Préfab, donc constructeur de maisons individuelles bois, et qui promet des maisons 40% moins chères, livrées en 2 fois moins de temps. Donc, c'est bien des acteurs de la technologie qui s'adressent à un marché de la construction. Et donc, avec toute leur ADN et avec cette idée de mettre le client au cœur du dispositif, on a des entreprises comme Catera qui ont levé 1 milliard, qui ont embauché plus de 8000 collaborateurs en quelques années, construit 8 usines de production pour vraiment adresser ce marché-là. Et donc, ces acteurs, aujourd'hui, où je pense à un troisième acteur européen qui s'appelle Bocklock, qui est plutôt côté Ikea, enfin, et donc qui travaille cette industrialisation autour du bois. Et ces acteurs-là, aujourd'hui, arrivent sur le marché avec un nouveau mindset, une nouvelle manière de faire, et avec des coûts de production, un impact environnemental et finalement une satisfaction de l'usager très forte, à l'heure où en Europe, on dit que la filière bâtiment a généré 1% de productivité en 30 ans, donc ce qui reste très très faible. Et donc, dans ce contexte-là, on voit bien qu'il y a un monde qui est en train de bouger, de changer, et sur lequel, effectivement, la construction bois associée à la technologie peut avoir un rôle de game changer, comme on dit, de renverser la table sur le marché. Et on voit qu'il y a un mouvement qui est en train de s'opérer. Et Pierre, aujourd'hui, parmi les adhérents de la French PropTech, qu'on soit middle, grand major de la construction, est-ce que tu as déjà des retours sur, je sais pas, des entreprises générales, des grands donneurs d'ordre qui se mettent justement à la construction bois, qui voient un intérêt à se transformer également, Bien sûr. même des majors du Donc, béton, par exemple. oui, bien sûr, Nexity a fait des annonces très très fortes sur le Mhm. sujet. Je crois qu'ils annonçaient 25 ou 30% de leur production, de leur future livraison en logique bois. Je sais que Bouygues a aussi fait un gros travail sur le sujet
et notamment via sa filiale asiatique, puisque notamment sur Singapour, maintenant la construction modulaire et le bois font partie des éléments un peu obligatoires. Donc ils ont été contraints de faire bouger leur modèle par cet axe-là. Donc oui, en fait, on voit que les majors sont en train de s'engager dans cette voie, avec toute la problématique. Hein, c'est une vraie conduite du changement à l'échelle globale de la filière, puisque c'est pas du tout les mêmes procédés, c'est pas les mêmes compétences. Ça nécessite effectivement des transformations en profondeur de toute la chaîne de valeur. Et donc, effectivement, il y a un mouvement qui s'opère, mais qui est peut-être au balbutiement. J'entendais Charlie qui disait 8% en France, alors qu'il y a déjà certains pays européens qui sont à 25% de leur livraison en bois. Donc, on a amorcé quelque chose, mais il y a encore du travail. Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une grosse marge de manœuvre. Cool. Bah, écoute, merci à toi. Je vais revenir vers toi, Charlie. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de ratios? Comme je disais, qu'est-ce que le béton VS bois, enfin, qu'est-ce que le bois apporte face au béton sur la décarbonisation du bâtiment? On sait tous que le domaine de la construction consomme énormément d'énergie à la fabrication, à la construction de bâtiments neufs, et ensuite sur l'exploitation des bâtiments sur les 50-70 prochaines années du durée de vie d'un bâtiment. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur la mise en œuvre? Est-ce que ça va plus vite? Bon, on a la réponse, hein. Sur la construction, sur les chantiers, est-ce que ça fait plus de bruit ou moins de bruit que des toupies à béton qui passent tout le temps? Quelles sont les alliances qu'on peut faire entre le béton? Par exemple, si je fais mon sous-sol en béton pour tout ce qui est nappe phréatique en bas, évidemment, on va pas mettre du bois en sous-sol parce que ça risque de forcément un peu avoir des difficultés à tenir dans le temps. Est-ce qu'on monte jusqu'au rez-de-chaussée? Est-ce qu'on remonte au R+1 en béton et ensuite on ajoute la structure bois en premier étage, deuxième étage, etc. Quelles sont les limites aussi? Est-ce qu'on est limité à 28 mètres, 50 mètres? En tout cas, en France, c'est important de le savoir, quelles sont les limites et quelles sont justement les autorisations? En se disant, bah, tiens, si je fais un bâtiment avec un fêtage de 15 mètres, je peux clairement le faire en bois. Et quels seraient tes conseils à apporter? Est-ce que voilà, il faut faire intervenir un bureau d'études structure bois dès le début du projet en APS, ou est-ce qu'on peut le faire après, une fois qu'on a l'APD, le permis de construire? Enfin, à quel moment on fait appel à une société comme la tienne ou un bureau d'études pour partir sur du bois concrètement? Voilà. Et quels sont les avantages? Merci. Bah déjà, je vais partir depuis la matière première, hein, qui est l'arbre en forêt. Donc, c'est vrai que pour parler vraiment en chiffres là rapidement, on aime à dire qu'un arbre, durant toute sa période de croissance, va stocker à peu près 1 tonne de CO2 par mètre cube. Donc déjà, voilà, l'arbre, c'est un véritable puits à carbone. Ensuite, si on compare le conventionnel béton avec du CLT, aujourd'hui, ce matériau structurel, le CLT, panneau en pli croisé, qui va servir en fait à remplacer les voiles béton, mur ou plancher. Sur un projet, globalement, 1 mètre cube de CLT livré sur site, ça va stocker toujours 500 kg de CO2, là où produire 1 mètre cube de béton sur ce même projet, ça va en émettre un peu moins de 500 kg. Donc, globalement, en fait, en remplaçant le béton par du CLT, on se rend compte que par mètre cube, on va gagner 1 tonne de CO2, ce qui à peu près équivaut à 30 tonnes de CO2 sauvées par logement. Donc après, je vous laisse faire le calcul, mais du coup, c'est très favorable. Donc ça, c'est l'avantage déjà stockage de carbone. Ensuite, sur le principe constructif, on va travailler vraiment en préfabrication, du coup, parce qu'on travaille des panneaux où déjà dans le bâtiment, on amène déjà une certaine nouveauté puisqu'on travaille au millimètre sur du gros œuvre. Donc, c'est déjà très intéressant. Et en fait, vous allez recevoir vos panneaux CLT par camion sur site avec des étiquetages spécifiques, etc. Donc, du coup, après, c'est un assemblage tel un gros Lego. Donc, ça fonctionne soit en livraison sur site, soit aussi, ça participe tout à fait au développement aussi de la construction hors site. Et du coup, en fait, on a un chantier qui est très silencieux, puisqu'en fait, pour assembler des éléments CLT entre eux, c'est des visseuses, pas de déchets sur place, donc c'est propre, c'est rapide, puisque en termes de ratio, on trouve entre 25 et 30% de chantier plus rapide par rapport à un chantier conventionnel. En gros, en CLT, on monte 1 étage par semaine. Faut compter x4 pour le béton, puisque c'est 1 étage par mois. Et puis aussi après, pour tout ce qui est souci de voisinage et nuisance,
Donc, je disais que c'est un chantier silencieux, c'est un chantier qui est propre, mais c'est aussi le CLT, un matériau qui est 5 fois plus léger que le béton. Donc, du coup, c'est 5 fois moins de rotation de camions. Donc, pour des projets en zone urbaine, c'est vraiment beaucoup moins de nuisances. Donc, ça, déjà, ça fait beaucoup d'avantages qui, dès le départ, déjà, je vous invite à aller voir un chantier CLT. C'est calme, ça sent bon et on n'entend que des visseuses. Donc, c'est vrai, pas de marteau-piqueur, etc. Pour autant, le bois, et tu l'as très bien dit, sur l'infrastructure, on va la garder en béton. Nous, on n'est pas des ayatollahs à dire il faut faire que du bois. Le bois se marie très bien dans la mixité. On va pouvoir très bien marier le béton, le CLT, le bois et l'acier. Donc, c'est vraiment aujourd'hui sur le trait architectural une grande liberté pour les architectes, pour les ingénieurs aussi. Et du coup, ce qui conforte, je pense, aussi la maîtrise d'ouvrage. Donc, grosso modo, vu qu'on a un matériau plus léger, ça va faire aussi bien souvent des fondations moins importantes. Donc, même si on a du béton, on a un peu moins. Et du coup, c'est des matériaux qui se portent très bien entre eux. Et puis, pour finir aussi, il y a les bienfaits, puisque avant, ça faisait quand même sourire les gens, mais il y a de plus en plus d'études scientifiques qui prouvent que vivre ou travailler dans un bâtiment en bois, c'est être plus serein. Ça apporte vraiment des bienfaits sur l'être humain. On est moins stressé, on travaille plus, on dort mieux quand c'est du bâtiment. Il y a des études que je vous invite à consulter à ce sujet-là. Donc vraiment, en fait, c'est des atouts qui sont formidables puisqu'on va travailler un matériau naturel, renouvelable, qui fait du bien à l'organisme et on supprime aussi quelque part les matériaux fossiles puisqu'on va éviter, enfin, on coupe un arbre. Aujourd'hui, pour des forêts certifiées PEFC, FSC, on va couper un arbre, on va en replanter 2 à 3. Donc, derrière, on participe au développement de la forêt et au respect de l'environnement. Après, pour répondre à ta dernière question sur, je dirais, les conseils de comment penser un projet bois, effectivement, je pense que ça se pense en amont. C'est vraiment la différence entre quelque chose qu'on connaît bien, le béton, que tout le monde connaît depuis des années. En plus, la France est le créateur du béton, mais le bois, ça se pense en amont, puisque c'est vrai que c'est intéressant d'intégrer très tôt des architectes déjà convaincus, une maîtrise d'ouvrage convaincue aussi, mais d'avoir des partenaires, que ce soit des entreprises d'installation, des majors ou des charpentiers ou des industriels comme nous, ce qui va permettre de designer un bâtiment structure bois et de pas, et d'optimiser en fait l'efficacité des trames, des portées, du principe constructif, etc. et lever les problèmes en amont. Écoute, merci beaucoup. Pierre, je vais rebondir sur toi. Avant, je me sens, il nous reste 2 minutes de visioconférence et je me sens obligé entre guillemets, de citer Woodeum, qui est un vrai précurseur dans la promotion immobilière en bois. Donc, je passe d'ailleurs le bonjour à Julien Pemzec et Guillaume Poitrinal, que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, je pense que Charlie, vous travaillez déjà avec Woodeum. Enfin, vous êtes. On a un site, effectivement des références avec Woodeum. Ouais. Tout à fait. Tu as un site en exemple qui te parle et qui t'inspire, fait par exemple avec Woodeum? Je dirais qu'il y a le fond d'écran que j'utilise aujourd'hui, qui est le prochain projet énorme de Woodeum, qui s'appelle Arboretum, qui va être le plus gros projet de bureau bois au monde, je crois qu'on peut le dire, avec 110 000 mètres carrés de surface de plancher, c'est énorme. Pour rebondir aussi à Woodeum, c'est vrai qu'il participe grandement au développement de la construction bois en France. Et pour parler des références, Woodeum qui lève aussi les hauteurs de bâtiments, puisqu'ils travaillent sur la tour Hyperion à Bordeaux qui culmine à plus de 50 mètres. Ils vont aussi démarrer un projet de résidentiel à Lyon, bientôt aussi à plus de 50 mètres. Donc, c'est intéressant de voir les challenges et partis pris de ce promoteur. Chouette. Qui avance fort, ouais. Ouais. Et les retours acquéreurs sont très positifs d'habitude dans le bois. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de projets aussi. Mais bon, il y a de nombreux promoteurs immobiliers, que ce soit du résidentiel ou du tertiaire, qui s'y mettent. Oui. Personnellement, je suis un ancien maître d'ouvrage, j'étais chez Lidl avant, et Lidl travaille aussi, juste pour la petite histoire du retail, sur de la construction, structure bois également, pour faire des bâtiments positifs. Donc c'est vraiment une belle évolution de l'industrie qui est en train de se passer. Merci encore. Pour l'anecdote, c'est vrai qu'on a réalisé le premier Lidl en structure bois, en CLT, en Suède, il y a quelques années. Félicitations. Ils sont à la réflexion pour faire beaucoup de bâtiments bois maintenant aussi en France. Ouais.
Ouais, c'est important. Ils ont un énorme parc immobilier qui se fait chaque année de partout, dans 28 pays. Pierre, si on peut terminer sur une dernière question, bon, on va déborder peut-être d'1 ou 2 minutes. Au niveau du contexte Covid et politique actuelle, est-ce que tu aurais quelques tips, quelques retours là-dessus? Est-ce que le bois permettrait, on sait qu'il y a des mairies qui sont passées au vert et qu'aujourd'hui, les permis de construire ont quelques difficultés à avoir des autorisations, etc. C'est vraiment un vrai problème pour le secteur. Qu'est-ce que tu penses du bois? Est-ce que évidemment, est-ce que ça peut aider Bah, nos donneurs d'ordre? effectivement, il y a un effet Covid dans le sens où on a une équation qui est un peu complexe là, c'est d'un côté en fait on a un manque réel de logement, hein, on le sait, et le Covid n'a fait qu'accentuer. On parle de 100 000 logements en moins sur les livraisons neuves, ce qui est quand même considérable, alors que de l'autre côté on a une pression immobilière dans plusieurs métropoles. Donc en fait ça vient complexifier le dispositif. Donc, entre ce manque de logement, le prix de l'immobilier à gérer et l'impact environnemental, on est en train de concilier, en fait, enfin, ça fait pas mal d'injonctions paradoxales à manager. Et du coup, on a, avec French PropTech, initié 2 démarches. Une avec le ministère du Logement, où effectivement, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place autour de la construction hors site et autour du bois. Et il y a une vraie attention sur le sujet et plus concrètement sur les territoires de l'Ouest, donc puisque étant natif de Nantes, je suis activiste dans la zone et effectivement on est en train de déployer parce que je pense que le déblocage ou la massification de la construction bois passera par une dynamique collective à la fois des acteurs de la filière, donc là qui sont représentés dans les Pays de Loire par Novabuild, le cluster pour l'éco-construction, French PropTech pour la partie tech, parce qu'on sait très bien que la commande numérique et le bois, ça fonctionne très bien. Donc tout ce qui est BIM, conception, commande numérique et construction bois, bah, avec de l'usinage, ça fonctionne très très bien. Et à la fois, il faut être capable pour pouvoir amortir les investissements sur le sujet et ces usines qui sont nécessaires pour industrialiser le thème, bah, il y a besoin en fait d'une visibilité en fait dans les commandes. Et donc la commande publique, elle peut avoir un rôle très fort là-dessus. Effectivement, je pense à des quartiers comme Pirmy-les-Îles à Nantes, c'est plus de 4000 logements à sortir. Bon, bah voilà, il y a un marché. Et donc, on a créé une dynamique locale entre le Novabuild, le cluster pour l'éco-construction, French PropTech et les aménageurs nantais pour mettre en mouvement finalement une dynamique collective entre cette filière bois qui est présente, cette filière technologique et tous les acteurs industriels que sont les chantiers de l'Atlantique, Airbus, qui ont des infrastructures et qui font du bâtiment modulaire ou de la construction hors site, et donc qui pourraient très bien être des contributeurs finalement à la démarche. Donc on sait que c'est un travail de longue haleine. On ne pourra pas faire ça chacun dans notre coin. Et donc, c'est ce jeu collectif qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir massifier la démarche dans les prochaines années. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à vous deux, Charlie et Pierre. Merci à l'Intec d'avoir organisé cette table ronde. Merci à vous tous. On espère que ce sujet vous a plu. Sachez que cette visio sera en replay sur tous nos réseaux, donc n'hésitez pas à la partager. On compte vraiment sur vous parce que la décarbonisation du BTP est un vrai sujet pour nos prochaines années. Et en tant que prescripteur, hein, on compte aussi sur vous pour y penser pour vos prochaines opérations. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt. Merci Charline. Merci à tout le bonne monde. journée. Merci. Bonne Merci. journée.